Merci d'être là aujourd'hui avec nous sur ce sujet de la croissance ou de la rentabilité. Peut-être pour introduire le sujet et avant de rentrer dans le vif des débats, peut-être reposer le contexte un peu plus global. Donc pour ma part, travaillant plus avec des institutions financières et des fonds de private equity, voilà, le sujet de la rentabilité, il est omniprésent et absolument critique. On parle marge d'EBITDA pour les fonds de private equity, return on equity pour les banques, free cash flow dans les paiements. Voilà, c'est absolument omniprésent. C'est ce qui permet de démontrer évidemment la rentabilité, la résilience des acteurs, qui sont souvent sur des modèles extrêmement régulés. C'est la capacité à investir dans la durée. C'est aussi ce qui drive les valorisations. La FinTech, elle, s'est construite sur une promesse et des perspectives un peu différentes. On en parlera juste après. Avec un axe, pardon, je caricature, qui est de dire allons d'abord à fond sur le scaling, la croissance. La rentabilité, on verra après, elle viendra toute seule. Néanmoins, aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'équation ne tient plus tout à fait, en tout cas pour une partie des acteurs. Si on parle des levées, par exemple, depuis 2022, le montant des levées a été divisé par 3. On pourra aussi parler de raréfaction des financements. 15% des fintechs qui ont levé de l'argent depuis 2022 ont disparu. L'écosystème a donc massivement repriorisé la rentabilité, qui est devenu un objectif stratégique, qui est devenu aussi parfois une condition de liberté pour les acteurs. On voit bien que l'écosystème a fait le shift. On avait 10% des fintechs qui étaient rentables en 2022. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 40% qui sont rentables et beaucoup qui visent à l'être d'ici les 12 à 18 prochains mois. Évidemment, tout ça s'est fait dans un contexte où la croissance est restée très forte. On a quand même un secteur de la fintech en France qui continue de progresser, qui gagne des parts de marché, qui croît en moyenne 2 à 4 fois plus vite que le secteur des services financiers en France. Et donc tout ça, fort de tout ça, la question est de savoir est-ce que le recentrage sur la rentabilité est une bonne chose? Est-ce qu'on assiste à une maturation du secteur ou est-ce que c'est une perte d'ambition? Est-ce que cette discipline crée des modèles plus solides, plus résilients? Ou à contrario, est-ce qu'elle freine l'innovation? Est-ce qu'elle retarde l'apparition et l'émergence d'acteurs vraiment pan-européens et des champions de leur catégorie? Et enfin, est-ce que l'IA peut être de nature à rebattre les cartes, à permettre de scaler beaucoup plus vite en étant plus rentable? Voilà, donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le sujet, dans le débat. Peut-être commencer avec une question assez simple que vous pouvez prendre à tour de rôle en vous disant voilà, comment est-ce que vous, au niveau de votre société, de votre scale-up, comment est-ce que vous définissez la rentabilité? Quels objectifs vous vous êtes fixés? Et voilà, est-ce que vous voyez plus la rentabilité comme une contrainte ou une opportunité? Vous avez 2 heures? C'est parti. Dans ce sens-là, bonjour à tous. Donc déjà, peut-être pour me présenter, je suis Camille Tian, CEO de Swan, qui est une plateforme de embedded finance. En termes assez simples, on fait des comptes pro, mais qu'on distribue en marque blanche par l'intermédiaire de plateformes de gestion pour les PME, que ce soit des plateformes de facturation, des plateformes de comptabilité. C'est une société qui existe depuis 2019 et qui a connu une très forte croissance, qui a été aussi largement financé, c'est un point important. On a levé à peu près 100 millions d'euros auprès de fonds capital risque, comme beaucoup de nos collègues et confrères de la FinTech dans les années qui ont précédé. Et effectivement, le sujet de la rentabilité est hyper important pour nous et il vient avant tout d'une contrainte, qui est une contrainte de marché. On le sait, tu l'as dit Quentin, le financement n'est pas le même qu'il y a quelques années. Et donc, on a vu les financements divisés. Ce qui a changé surtout depuis 2022 et surtout vraiment fortement depuis 2024, c'est le financement en FinTech n'est pas aussi accessible. Ce qui fait que la manière dont on se pose la question de la rentabilité, c'est de naviguer sur une ligne de crête entre la contrainte de marché qui est, on sait qu'on n'a pas un financement qui est infini. En ce qui nous concerne, on a bien levé, donc on a encore pas mal de réserves. Donc, comment on navigue cette contrainte-là? Mais avec 2 autres facteurs. Le second, c'est la profondeur du marché et notre capacité à y accéder. Donc, il se trouve qu'on a même pas un tout petit micro-pourcentage des PME européennes qui ont un compte Swan. Donc, la profondeur de marché, elle est
quasiment infini pour nous. Et l'autre, et par rapport à ça, c'est évidemment notre capacité à l'adresser et y accéder avec notre modèle de distribution. Donc, à quelle vitesse on est capable d'aller prendre ce marché, qui est, je pense, le sous-jacent de toutes les fintechs, qui est immense. Donc, c'est quand même ça qui a porté aussi notre secteur. La dernière dimension qu'on prend en compte, et tu en as parlé, c'est la discipline que ces contraintes de marché nous imposent et qui est, à mon avis, très bonne parce que, comme pour pas mal de personnes qui sont dans la pièce, qui viennent notamment du secteur bancaire, quand on scale la fraude, par exemple, ou les pertes opérationnelles, c'est pas bon. Donc, quand on est petit, on peut se permettre d'absorber des pertes parce qu'on a avant tout cherché le développement avant la structuration. Mais à un moment, si on a véritablement cette ambition d'être un énorme acteur, et c'est notre cas, et c'est le cas de beaucoup des fintechs, on sait qu'à scale, c'est un système qui ne peut pas fonctionner. Et donc, nous, notre point de vue, c'est qu'il faut structurer les opérations, la gestion des risques, la lutte contre la fraude, la LCBFT, enfin tout ce qui est compliance, assez tôt. Et la contrainte de la rentabilité est un vecteur de ce changement-là, parce que plus on est attentif à ces sujets-là, de fraude, d'opération, plus notre modèle est sain en unitaire. Et donc, voilà, ces trois dimensions-là font que nous, effectivement, on cherche et on vise, on n'est pas encore rentable, mais on vise l'équilibre à un horizon de 12 mois, et c'est drivé par ces éléments-là. Alors moi, c'est Caroline, je suis la fondatrice et la présidente d'Anaxago. Donc, nous, on est une plateforme d'investissement privé dédiée au non-coté. Et j'interviens sur les sujets de rentabilité. On a un profil un petit peu particulier. La rentabilité chez Anaxago, ça n'a jamais été un objectif post-croissance. C'était une condition de départ. On était une toute petite boîte. Nous, on s'est lancé, on avait 22 ans. Et ce qu'on proposait, c'était à des clients privés de nous confier une partie de leur épargne pour l'investir au capital de jeunes entreprises. On a financé la première entreprise de Camille, qui est un énorme succès, et diversifié dans d'autres classes d'actifs, toujours dédiées aux non-cotés. Donc pour nous, c'était structurel. De façon interne, on se disait... on entre dans le business de la finance qui, pour nous, est le business de la confiance. On s'adresse directement à des clients qui vont nous confier une partie de l'argent d'une vie. Et pour nous, la rentabilité faisait partie de cette création de confiance. On se disait, tu as 22 ans, comment je fais pour me dire, je peux te confier une partie de mes fonds. Et donc, ça a fait partie de notre création d'image de marque aussi. Donc, c'est resté... on va dire que c'est parti d'une contrainte pour construire une image de confiance, avoir des échanges sur un pied d'égalité entre guillemets avec les clients. Mais in fine, ça devient 14 ans plus tard, un sujet d'indépendance aussi. D'avoir eu la possibilité de rester indépendant. On parlait, c'est un actionnariat familial, Anaxago aujourd'hui, et donc de prendre des décisions en toute indépendance. La rentabilité, ce n'est jamais un acquis. Donc, c'est une indépendance qui coûte cher, mais qui implique d'être dans une course à la rentabilité, entre guillemets, tous les ans et de prendre des décisions. Mais je pense qu'on abordera le sujet un peu plus loin dans la table ronde sur le type de décision que ça fait prendre au quotidien. Donc voilà, pour vous donner un petit peu le parcours qui est un tout petit peu différent aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai fondé Alma il y a presque 8 ans et j'en suis le CEO. Alors, la rentabilité chez Alma, c'est quelque chose de assez nouveau quand on regarde nos comptes. C'est-à-dire que là, on n'a pas terminé les audits encore, mais a priori, 2025 va être rentable pour la première fois. Par contre, quand on regarde un peu notre business plan ou notre ambition, c'est quelque chose qui était prévu dès le départ. On est parti sur un business model qui s'est voulu être sain dès le démarrage, et la croissance était une façon d'atteindre la rentabilité. Je vais rebondir en partie sur tes propos, Camille. Au départ, il fallait avoir énormément de croissance, quitte à ne pas optimiser tel ou tel process, telle ou telle maîtrise de tel risque, tel refinancement, etc. Nous, on fait du crédit. Pour être rentable quand on fait du crédit, il faut faire pas mal de volume. Et donc, initialement, il est quasi impossible, en faisant du crédit, d'être rentable day one. Il y a des coûts fixes, on est une entité réglementée, il y a le superviseur derrière nous qui va nous demander du contrôle interne, de
des équipes juridiques, conformité, etc., ce qui est très bien et ce qui est nécessaire, mais ça crée forcément un poids initial qui fait qu'il faut forcément devenir gros avant de devenir rentable. Pour répondre à la question, est-ce que la rentabilité est une contrainte? Ça peut être vu comme une contrainte. Évidemment, quand on doit être rentable, ben, on est obligé de faire, je sais pas, de vendre des produits plus chers ou d'être meilleur sur telle ou telle gestion. Ça peut être une contrainte aussi dans notre cas réglementaire. Le superviseur ne voit pas trop d'un bon œil des boîtes qui croissent de 30% par an et qui perdent de l'argent, parce que ça veut dire que le mur arrive de plus en plus vite. Et donc, c'est une contrainte réglementaire. Mais par contre, pour moi, c'est plutôt une liberté. C'est-à-dire qu'une fois que je suis rentable, je ne dépends plus de financeurs en equity pour aller continuer à survivre. Je peux aller les voir si j'ai envie, mais c'est si j'ai envie, pas parce que j'ai besoin et parce que le mur arrive, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt une liberté qu'une contrainte. Bonjour, Axel, CEO de Spendesk. Pour ceux qui ne connaissent pas, Spendesk est une plateforme de gestion des dépenses et des achats pour les PME en Europe. Pour le coup, moi je fais plutôt partie du clan Alma et Swan, dans le sens où Spendesk, c'est une boîte qui a 10 ans cette année. C'est une boîte qui a levé énormément d'argent en 2021, au total 240 millions. Donc c'est une boîte qui avait un logiciel interne de croissance à tout prix, qui a fallu changer récemment. Évidemment, en 2021, on n'aurait pas eu une table ronde avec ce thème-là, je pense, un événement similaire. Donc évidemment, ça aurait été extrêmement ringard. Ça aurait été extrêmement ringard, et on se serait posé un peu la question de qui sont ces gens qui posent cette question aujourd'hui. C'est amusant parce que Profit is the New Growth, je trouve le thème intéressant parce que finalement, le profit et la croissance, c'est la fondation, je veux dire, de comment est-ce qu'on pilote un business depuis des décennies et des décennies. Et on a l'impression que dans la tech, d'un seul coup, ça nous tombe dessus. Parce qu'on a eu un miroir déformant massif dans les dernières années où la croissance était survalorisée. À la fois parce qu'on avait des modèles qui étaient extrêmement prévisibles, dans lesquels on savait que tout euro qu'on ajoutait au modèle pour des siècles et des siècles allait continuer à fructifier. Et à la fois parce que le capital était quasiment gratuit, donc c'était facile de financer une croissance de dingue. Ces deux choses-là sont plus vraies. L'IA nous fait complètement tomber la prévisibilité de nos modèles. Est-ce que nos modèles dans 10 ans seront les mêmes? Je pense que personne ne peut le dire avec une confiance qui est celle qu'on avait en 2021. Et le capital, évidemment, n'a plus le même coût. Donc ça et ça fait que d'un seul coup, il y a le miroir déformant qui se casse et que d'un seul coup, on se dit, oula, profit est aussi important que rentabilité. Alors aussi important, je ne sais pas. Je pense que profit et croissance, pardon. Aujourd'hui, on utilise la Rule of 40, je pense tous et toutes, avec nos différents investisseurs comme étant le meilleur compas qu'on puisse trouver. Faute de mieux savoir comparer profit et rentabilité, profit et croissance, on s'est dit, tiens, on va les sommer, on va voir ce que ça donne. C'est amusant quand même comme opération, d'une simplicité assez déconcertante pour le monde aussi éduqué qui est le monde de la finance. Maintenant, quand on regarde les chiffres, on est encore dans un monde où la croissance a plus de valeur que la profitabilité. Donc je pense que la profitabilité est une condition on parlait de liberté, d'indépendance, de pouvoir investir dans l'avenir et pas à fixer un modèle passé dont on n'est pas sûr qu'il va être résilient. Donc c'est une condition importante. Nous, chez Spendesk, en particulier, on l'a un peu comme chez Alma, on l'a atteint l'année dernière, en mars dernier. Ça change la façon dont on imagine le système. C'est pas acquis, c'est en effet un muscle important à développer dans le temps. Et je pense que c'est un changement de paradigme, je dirais, dans lequel il faut maintenant être, nous, tous et toutes, assez vigilants de se dire le but, à la fin, c'est la croissance. Et donc, comment est-ce que cette rentabilité me permet de financer les modèles de demain? Et j'imagine qu'on va parler un peu d'IA tout à l'heure. Oui, avant de parler d'IA quand même, donc on voit qu'il y a une tension assez forte entre croissance, rentabilité, ça oblige à faire des choix. J'imagine que c'est au cœur des débats que vous avez avec vos actionnaires, votre board. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et typiquement, quel choix vous faites? Comment être profit first? Voilà. Peut-être là-dessus, je rebondis. C'est une contrainte, mais je trouve que c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une contrainte. Il faut aussi évoluer dans l'écosystème qui nous est imposé, en particulier en Europe. Je ne suis pas sûr que nos amis américains aient le même thème au moment où on se parle. Aujourd'hui, c'est une contrainte. Il faut opérer avec. Et quelque part, moi, j'ai vu l'avant-après, la rentabilité avec mon board. D'un seul coup, ça change la teneur des discussions. On souffle un peu et on se reprojette avec un peu plus de confiance dans l'avenir qui est quand même particulièrement incertain. Maintenant, je pense que l'enjeu, c'est de transformer cette contrainte en opportunité.
Finalement, être rentable, bon, bah, c'est un beau chiffre sur un PNL et on est content. Mais être rentable, pour moi, ça veut dire 2 choses intéressantes. Un, ça nous force à nous recentrer. Le bon client, la bonne persona, le bon marché, quelle est la bonne création de valeur que je fais, et je double down là-dessus et j'y vais très profond. Et chez Spendesk, on s'est vraiment recentré sur les contrôleurs financiers et les comptables de PME en Europe et vraiment comprendre où est-ce qu'on peut leur apporter davantage de valeur versus un modèle de croissance à tout prix où on peut avoir tendance à s'éparpiller. Et la deuxième chose, c'est que ça nous amène aussi une certaine, je trouve, agilité, quelque part. On est moins nombreux, on est plus focalisé sur la valeur. Et demain, avec toutes les incertitudes qu'on a sur le future of work, le future of coding, comment on va développer du software demain, je pense qu'on est mieux armé quand on a une boîte qui déjà a un peu nettoyé la maison, entre guillemets, et saine, pour appréhender ce prochain défi qui est quand même le défi des, je ne sais pas combien de prochaines années, mais des prochaines années. Je suis très d'accord là-dessus. Les contraintes, alors moi je suis un ingénieur un peu hardcore et du coup l'optimisation sous contrainte, c'est vraiment quelque chose, c'est mon dada. La contrainte, en fait, ça nous apporte, ça nous oblige à réfléchir autrement, à trouver d'autres solutions, à effectivement faire du nettoyage sur telle ou telle verticale qui était en fait, elle nous faisait de la croissance mais on était à perte ad vitam. Et ça oblige à réfléchir. Et donc, typiquement, le fait qu'il y ait de la réglementation, pour moi, c'est top, parce que je sais que je vais devoir réfléchir et trouver une solution qui va être meilleure que celle de mes concurrents. La rentabilité, c'est une contrainte qui est plutôt une contrainte plutôt saine, mais ça oblige à regarder sa boîte et se dire, OK, qu'est-ce qui ne sert pas, où est-ce qu'il y a du gras, quelle est l'hypothèse qui, en fait, n'a aucun sens, etc. Et cet exercice, il est vachement utile. Et il permet de s'améliorer, quoi. Et donc, j'espère que dans 2 ans, il y aura une autre contrainte encore qui va nous permettre que ça soit encore plus dur, mais qu'on trouve encore une solution encore meilleure, quoi. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait, ça apporte énormément de clarté en réalité, la rentabilité. Il y a une aide à la décision qui est très importante. Moi, je dirais que ça nous a apporté énormément de focus. Quand tu es rentable et donc en autofinancement de n'importe quelle feature, n'importe quel développement, en fait, chaque feature doit contribuer à tes bons euros rentables, et tu peux pas te planter en réalité, puisque, encore une fois, rien n'est acquis. Nous, ça nous a apporté cette espèce de laser focus, de se dire, OK, donc cette année, il y a la possibilité de se développer dans 4 directions différentes. On va être obligé d'en choisir une, peut-être 2, et on n'aura pas la possibilité que les 2 ne fonctionnent pas. Et ça, au sein des équipes, ça crée un focus et un désilotage total de l'entité qui aide vraiment à aller vers l'objectif à atteindre. Nous, c'est comme ça qu'on l'a ressenti, et c'est comme ça que la boîte se développe depuis 14 ans. Je répondrai à une de tes questions sur les discussions qu'on a avec nos investisseurs. Et je me permets de redéfinir un tout petit peu ce qu'on veut dire, en tout cas chez nous, par rentabilité, parce qu'on parle beaucoup de rentabilité. Nous, notre objectif, c'est pas de faire du cash flow. C'est que chaque euro potentiellement au-dessus de l'équilibre soit réinvesti pour notre croissance. Donc, en réalité, et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est ce que vous dites aussi de votre côté, mais quand on parle de rentabilité, ça veut dire arrêter de perdre de l'argent et arrêter de dépendre de financement, arrêter d'avoir du cash flow négatif, c'est surtout ça. Et c'est pour ça que je parle souvent beaucoup plus d'équilibre, parce qu'en réalité, ce qui est certain, c'est que nos investisseurs de type VC, qui sont les actionnaires de la société, donc les propriétaires de la société, l'objectif, c'est de mettre à profit toutes les ressources de l'entreprise, et donc chaque euro qu'on peut dégager de cash flow positif, de le réinvestir pour la croissance. Parce que ce qui est certain, c'est qu'on est aujourd'hui... on a déjà communiqué sur ce chiffre, on fait 30 milliards d'euros de flux annualisés, ce qui est rien dans le monde bancaire. C'est absolument rien. Donc la profondeur de marché est vraiment infinie. Mais pour y arriver, il faut qu'on investisse. L'investissement en source de financement externe est plus difficile, donc il faut le générer. Et c'est dans ce sens-là que la discussion avec les investisseurs se tient. Oui, peut-être rebondir sur un des points que tu as mentionné, Caroline, qui était avoir une qualité très forte des revenus. Qu'est-ce que c'est un bon euro de revenu pour vous? Parce qu'il y a aussi l'arbitrage court terme, moyen terme, acquérir les clients, les multi-équipés. Voilà. Pour vous, un bon euro de revenu, c'est quoi? C'est un euro qui permet
de générer de la rentabilité immédiate, de générer de la rentabilité pour demain? Je ne sais pas qui veut prendre. Ouais, le premier mot qui me vient quand je pense à un bon euro de revenu, pour moi, c'est un euro qui est relativement diversifié, dans le sens où, encore une fois, face à l'incertitude qu'on a sur les marchés dans lesquels on opère, plus on peut avoir des sources de revenus diversifiées et résilientes, mieux on se porte. Dans notre cas en particulier, la source historique de revenus de Spendesk, c'est des abonnements à la plateforme, du pur SaaS, dont on lit tous les jours sur Internet que ça y est, c'est fini et que ça va bientôt être gratuit. Donc forcément, on se pose la question de quelle est la résilience de ce modèle de revenus. Et donc le chemin vers la rentabilité nous a fait aussi nous poser des questions de comment diversifier nos sources de revenus. Dorénavant, et depuis maintenant quelques années, on a développé en interne, par exemple, notre propre institution de paiement. On embarque nos solutions de paiement dans le système et on se rémunère sur les flux financiers. Cette année, on va lancer une solution de travel management qui va nous permettre de récupérer des commissions aussi des hôtels. Enfin, je pense que le plus on arrive dans les usages qu'on propose à nos clients de diversifier les sources de revenus, le moins on s'expose à telle ou telle source qui peut avoir un petit peu d'incertitude dans les marchés dans lesquels on évolue. À peu près même réponse. Peut-être le truc que je rajoutais de notre côté, puisqu'on fait du crédit, c'est un bon euro de revenu chez nous, au-delà qu'il soit rentable in fine, c'est un euro où tant le marchand que le consommateur, parce que si on fait du revenu, nous, c'est qu'il y a eu un crédit adossé à la vente d'un canapé, par exemple, tant le marchand que le consommateur ont gagné quelque chose aussi. Le marchand parce qu'il a réussi à vendre un canapé qu'il n'aurait pas vendu grâce à nous, le consommateur parce qu'il a eu accès à ce produit. Et c'est un euro de revenu finalement que je suis assez fier de faire en fait. Au-delà de c'est rentable, en plus je suis content parce que j'ai rendu service aux deux côtés. Voilà. Moi, en tant qu'investisseur, j'ai envie de vous dire le bon euro, c'est celui qui est récurrent. Parce que nous, dans le business model d'une boîte comme Edexago, on a collecté, investi un peu plus d'1,5 milliard. Et là-dessus, vous avez à peu près 750 millions qui sont du récurrent. Bon, celui-là, c'est évidemment mon préféré. Mais je suis assez d'accord sur le fait qu'un bon euro, c'est aussi l'euro bien diversifié et qui me permet de flécher sur la rentabilité à la fois de mon action interne commerciale, le cycle de vie de mon client et mes investissements produits. Donc il y a un peu on a un peu les deux côtés, mais je préfère le récurrent quand même. Alors, je devais donner une couleur un petit peu différente parce qu'en fintech, nous, on est en particulier dans le paiement. Pour ceux qui me connaissent, je suis un amoureux de ce secteur et je pense que c'est aussi parce qu'il génère des bons euros de revenus. Et ce que je définis comme un bon euro de revenu, c'est un euro qui est lié à l'usage et qui n'est pas lié à une transaction unitaire qui peut se produire parce que voilà, on a signé un client et donc on va avoir un contrat qui est signé. C'est parce que chaque jour, jour après jour, minute après minute, il y a des milliers et des millions de transactions qui se passent et on a la magie de l'interchange qui est quelque chose d'assez magnifique puisque ça nous finance tout notre modèle et c'est continu, c'est-à-dire que ça vient et ça suit la vie du client dans tout son développement et en plus ça croît. Si l'économie croît, normalement, quand quelqu'un fait des paiements et qu'il croît, il y a de plus en plus de transactions. Donc la durée et l'usage associé à ce revenu. Et le deuxième facteur, pour nous, un bon euro, c'est un euro qui se traduit très vite dans une grosse margin, dans une marge brute qui est saine et fiable. C'est-à-dire que c'est une marge brute où on a un découpage très très clair et stable des coûts de servicing associés, que ce soit des coûts opérationnels de support, des coûts liés aux pertes opérationnelles, aux pertes liées à la fraude, qu'elles soient constantes et maîtrisées et anticipées. Et qu'à la fin, je pense que quand on pense à la rentabilité, comme je disais tout à l'heure, pour nous, au niveau de l'entreprise, c'est l'équilibre, mais au niveau de l'euro de revenu, c'est sa marge brute. Et là, on veut le taux de marge brute le plus élevé possible et qu'il soit le plus stable possible. Bon, Axel, je crois que c'est toi qui as effleuré le sujet de l'IA. Je pense que c'est le moment d'en parler. Voilà, l'IA, est-ce que c'est la nouvelle frontière pour vraiment scaler maintenant, accélérer la croissance, doper la rentabilité, parce qu'on voit bien tout ce qu'on peut faire, tu l'as dit, en termes de coding, ça change la manière dont on développe, la manière dont on construit les produits, ça changera peut-être demain la manière dont on distribue les produits. Voilà, où est-ce que vous en êtes? Quel potentiel vous en attendez? Alors, je reprends, si on regarde. Pour nous, avant tout, c'est un sujet opérationnel.
Le premier levier, c'est dans nos opérations, par exemple, dans nos onboarding, on a aujourd'hui à peu près 40% d'onboarding qui sont zéro touch, donc où il y a beaucoup d'automatisation, déjà des automatisations d'interaction du UX qu'on a tous fait dans le software depuis des années, mais aussi grâce à l'IA. Donc sur l'automatisation des opérations, aussi sur la détection de fraude. Là, c'est un champ magnifique dans le paiement avec la volumétrie d'informations qu'on a, d'entraîner des modèles qui vont nous aider à détecter les comportements frauduleux et les bloquer. Et ensuite, là où on est moins clair sur le futur, c'est comment l'usage des achats va changer grâce à l'IA. Et donc évidemment, donc là je pense précisément au domaine de l'agentic payment. Demain, est-ce qu'on va en continuer de saisir des numéros de carte bleue sur un site web, ou est-ce qu'on va juste déclarer notre intention d'achat à une IA qui va, elle, exécuter nos opérations, nos transactions, nos achats? Et là, évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde nous de près pour voir comment. Et ça va se faire aussi beaucoup pour ceux d'entre vous qui êtes dans le paiement, avec l'aide des réseaux. Nous, on travaille avec Mastercard, mais que ça sera aussi le cas pour les autres schemes qui vont avoir un rôle important à jouer pour faciliter l'agentic payment. Je suis assez alignée sur le côté opérationnel. Ce qui est intéressant, nous, dans notre modèle, c'est que investir aujourd'hui, c'est de l'expérientiel. C'est de l'expérientiel, c'est très humain. Il y a plein de choses. Enfin, moi, j'ai plein de clients qui, effectivement, donc tout l'onboarding jusqu'à l'investissement se fait en ligne. Ça va être à peu près 80% des gens. Et en fait, sur 20% qui sont, nous, notre cœur de métier, l'expérientiel joue énormément. Donc, il y a une relation humaine. Et à côté de ça, l'intelligence artificielle me permet d'automatiser tout le reste et de me concentrer sur cette relation client et sur cette expérience client qui va me permettre de me différencier par rapport à mes concurrents et faire de moi une alternative crédible aux banques privées qui sont très installées, aux conseillers en gestion de patrimoine et à tous les acteurs de ce marché. Et moi, je note vraiment au sein de l'équipe, ça nous a donné une dimension productivité qui avait été rarement atteinte depuis un certain temps. On aura toujours les mêmes sujets de recrutement, notamment sur les profils seniors, parce qu'on ne va pas manquer, on manque toujours sur toute la partie tech. En fait, tant qu'on n'a pas un bon architecte, on n'aura pas un bon produit. Mais je sens que ça nous donne cette capacité à nous focus sur la partie expérientielle, très humaine, paradoxalement, de notre métier. Chez Alma, l'IA, on l'a fait vraiment derrière le rideau, c'est-à-dire qu'effectivement, ça nous sert à améliorer des process, des outils, du scoring, etc. Aujourd'hui, on ne la déploie pas du tout sur tout ce qui est client-facing, enfin, pas trop, c'est-à-dire que le client ne le sait pas forcément, ça ne va pas changer. On n'a pas encore creusé sur quels usages allaient changer dans le crédit ou dans le paiement plusieurs fois en magasin grâce à l'IA. Je pense que il y a quelques années, peut-être qu'on s'y serait mis, on aurait creusé, on aurait mis de l'argent sur la table et puis on l'aurait dépensé allègrement puisqu'il n'y avait pas de problème de rentabilité potentiellement. Aujourd'hui, notre approche, elle va plutôt être d'être très réactif si quelque chose se déclenche, quoi. Si les gens se mettent tous à payer via des agents et ils arrêtent d'aller sur les sites e-commerce, on ira proposer du crédit aux endroits où les gens veulent avoir du crédit, c'est-à-dire ailleurs, et on s'adaptera, mais on ne le fait pas en avance de phase. Alors, vis-à-vis de l'IA, moi, ce que je trouve assez fabuleux et assez inédit, je dirais, c'est que c'est à la fois un énorme levier de transformation sur la partie revenu et sur la partie coût en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je prends le marché dans lequel j'opère, on travaille sur des flux de comptabilité, des flux de gestion de dépenses, qui sont des flux où il y a énormément de data, qui sont extrêmement réglementés. Enfin, il y a un cadre comptable général. Donc ça a l'air d'être du pain béni, je dirais, pour de l'IA, pour apporter de la valeur, pour accélérer les opérations financières de nos clients. Nos clients sont prêts aujourd'hui à considérer l'IA, ce qui est assez nouveau. Chez Spendesk, on anime par ailleurs une communauté, la plus grande communauté d'Europe de CFO qui s'appelle CFO Connect. On a 12 000 CFO dans cette communauté et on les surveille, on les interroge tous les ans. Et il y a 18 mois, leur réaction vis-à-vis de l'IA, c'était c'est sympa, mais pour le marketing et les sales, nous à la finance, on gère de l'argent, vos hallucinations, non merci. Je caricature extrême, mais c'est un peu le feeling.
il y a 6 mois, ça a complètement changé. Donc il y a une opportunité aujourd'hui d'apporter énormément de valeur grâce à l'IA qui peut complètement changer le profil de revenus d'une boîte comme la nôtre. Et en même temps, sur les coûts, évidemment, on a tous regardé avec beaucoup de stupéfaction la sortie de Claude Code il y a quelques mois. On commence tous à jouer avec, et à se dire, oula, mais jusqu'où je peux aller et comment est-ce que je peux transformer vraiment en profondeur les processus de la boîte, en commençant par le processus le plus cher et le plus important qui est la génération du code. On reste des boîtes tech. Donc ça, plus ça, c'est quand même 2 transformations, je dirais, assez inédites qui peuvent changer profit and growth d'une compagnie en même temps. Et ces 2 transformations qui nécessitent du financement, qui nécessitent des investissements. Et donc encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais aussi Camille, chez Spendesk aussi, on a fait donc beaucoup d'argent comme je disais tout à l'heure, on a fait nos transfos suffisamment tôt pour en avoir encore. Et le but de cet argent, c'est pas qu'il dorme sur un compte, c'est de se dire, il va falloir investir dans cette transformation-là, et je suis beaucoup plus confortable à investir en me disant, comment est-ce que je fais une boîte qui va être résiliente et qui va être AI first demain, plutôt encore une fois de patcher le modèle d'hier qui continuerait à saigner du cash. Donc je pense que voilà, c'est important de garder ce mindset-là de l'investissement parce que il y a vraiment une opportunité de complètement changer le profil de nos entreprises. Oui, et c'est hyper puissant ce que vous dites tous sur le sujet. On voit qu'il y a un potentiel de création de valeur qui est juste énorme à la clé. Vous pensez qu'on est au tout début du journey, que demain vous allez aller chercher beaucoup plus et que potentiellement c'est un des leviers majeurs de croissance et de rentabilité pour vos scale-up? Moi, ça me semble évident que déjà, on n'a pas la réponse précise, mais c'est évident qu'aujourd'hui, la manière dont on code, tu en parlais, est en train de changer massivement. La manière dont les entreprises, donc nos clients, fonctionnent est en train de changer. Donc, oui, on est clairement au début. C'est pas moi qui vais oser dire le contraire. Par contre, ce qui est entre nos mains aujourd'hui, avant tout, c'est un sujet opérationnel parce que les usages sont pas encore clairs, notamment sur le paiement. Et moi, j'ai l'impression d'être au début tous les 3 mois. Donc, ça demande, en tout cas en tant que chef d'entreprise et leader au sein d'une boîte, ça demande d'être quand même très, je trouve, beaucoup plus curieux. Je pense qu'on l'est toujours, en général, mais moi, ça m'oblige à l'être beaucoup plus et à intégrer cette curiosité au sein des équipes. Il y a un petit enjeu là-dessus, de dire tous les 3 mois, il va falloir que tu t'y remettes et que tu changes un petit peu de paradigme. Juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Nous, ce qui est certain, c'est que l'aspect culturel est hyper important. Il y a autant d'avis que de personnes sur ce sujet. Il y a des personnes qui se sentent complètement menacées dans leur job. Ils ont raison, je pense, de se poser cette question-là. Mais la bonne question, c'est comment ma fonction, plutôt que mes tâches, changent. Moi, ma fonction en tant que développeur, c'est de résoudre un problème. Comment utiliser cet outil pour résoudre le problème, plutôt que de se dire ah oui, en fait, moi, ma fonction, c'était d'écrire du code, mais là, du coup, j'ai peut-être plus d'utilité. C'est pas ce qui est pas la bonne question, mais c'est nécessaire de se la poser et ça nécessite de dédier du temps aux équipes, de donner du temps aux équipes pour expérimenter. Et ça, c'est pas évident quand on est en parallèle en train de gérer le quotidien, de gérer les attentes de nos clients et toutes nos opérations habituelles. Chez Alma, on a une centaine de personnes au support client qui répondent à des particuliers qui ont je ne sais quel problème avec une livraison de machine à laver ou à des marchands, etc. Et il y a le sujet culturel qui est très fort aussi. Et c'est vraiment aussi, sur cette équipe-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour se dire mon job, c'est pas de répondre à des emails, mon job, c'est de faire du service client. Et donc, en fait, comment j'utilise ce nouvel outil pour que la partie peut-être la moins intéressante ou la plus automatisable de mon job soit faite et que, par ailleurs, moi, je puisse utiliser du temps pour faire d'autres tâches, pour faire du support que je ne pouvais pas faire avant parce que c'était trop compliqué de personnaliser ou c'était trop compliqué d'accepter telle ou telle requête client. Et maintenant, c'est possible grâce à ces outils. Et donc, notre équipe support, qui pourrait, vu de loin, d'ailleurs, quand l'IA est arrivée, il y a plein de boîtes qui font du support externalisé qui se sont toutes cassées la figure. Chez nous, en fait, c'est les premiers à avoir pris en main ces outils. C'est de très loin, et bien plus loin que les devs. Ils sont de très loin les plus gros utilisateurs de ces outils dans la boîte et les plus acculturés à ces outils. Et on est en train de faire un shift complet pour passer de 100 personnes qui étaient en très large partie
en train de répondre à des emails ou de faire des analyses assez manuelles à une centaine de personnes, voire même plus, puisqu'on continue à croître, qui en fait vont utiliser ces outils pour faire une partie du job qu'ils faisaient avant et qui vont pouvoir se dédier à faire d'autres choses. Donc ça nécessite de l'acculturation, de la formation, leur proposer d'autres trajectoires, d'autres carrières, etc. quoi. Voilà. Je vais pas rajouter grand-chose parce que vous avez tout dit. Je pense que tu poses la question de est-ce que c'est le plus gros levier. Enfin, moi, je pense que c'est de très loin le plus gros levier et presque même le seul aujourd'hui dont on a besoin, nous, CEO, de s'occuper de très près. Et donc, je pense que la curiosité, c'est en effet clé. La curiosité de nous, mais de tous nos employés. Et donc, c'est critique, en effet, de leur donner les moyens. Moi, j'aime bien dire que dans une boîte comme les nôtres, qui sommes disciplinés sur la gestion des coûts, le seul coût que j'aime bien voir grandir, c'est l'utilisation des tokens. Parce que quelque part, pour l'instant, on est dans un monde où au plus les gens s'approprient l'outil et voient leur potentiel, au plus on saura transformer et accompagner le changement qui nous attend. Merci. Il nous reste 1 minute. Je vais avoir la dure tâche de faire la synthèse. Beaucoup de choses. Moi, j'en retiens 3. D'une part, la rentabilité, ça s'impose quand même comme un standard de marché, désormais. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Deuxièmement, la croissance. Comme l'écosystème atteint maintenant la rentabilité ou va l'atteindre sous 12 à 18 mois, l'enjeu numéro 1, le vrai champ de bataille, c'est scaler la croissance et continuer à accélérer, continuer à gagner des parts de marché et continuer à transformer les services financiers. Et 3, c'est l'IA. Enfin, on l'a tous vu, hein, et vous le vivez tous au quotidien. C'est vraiment un accélérateur gigantesque dans la manière dont vous opérez. Donc là, je pense qu'on est sur la première vague qui est l'efficacité interne dans les opérations, dans l'organisation. Et potentiellement demain, c'est ce que tu disais sur Alma, hein, potentiellement la manière aussi dont on va changer la distribution des services financiers. Et on va suivre les usages, et on va s'adapter, et on va être agile, et voilà, on va être aux premières loges et vraiment, pour le dire en anglais, at the forefront of voilà, l'évolution des services financiers. J'ai peut-être juste un tout petit truc. Nous, ça fait 8, 10, 15 ans qu'on fait ça. Et donc, on parle rentabilité. Et c'est peut-être on est devenu rentable, mais maintenant on dit il faut l'être absolument. Sauf toi, tu l'es depuis le début, bravo. Mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir son business model, son business plan et sa trajectoire très, très claire vers la rentabilité. Si vous êtes actuellement, il y a des gens qui sont en train de lancer des boîtes et tout, et vous n'êtes pas rentable, c'est pas grave. Hein. Voilà. C'est pas ce qu'on est en train de dire, quoi. Oui, ça ne concerne pas le 0 to 1. Voilà. Par contre, quand il s'agit de faire le 1 à 10, là, c'est mieux d'être rentable, en effet. Oui, les investisseurs préfèrent maintenant. C'était moins à la mode il y a 10 ans. C'était ringard, c'est ça ce qu'on a dit au début. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.